Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live sur la géopolitique avec Olivier Costa et Nathalie Braque. N'hésitez pas à nous poser des questions par les commentaires et à liker les questions que vous voulez voir traitées. Aujourd'hui, on va parler des élections américaines, du Brexit et des perspectives économiques et géopolitiques de ces deux événements. Donc, je vais laisser Nathalie se présenter et commencer sur le thème du Brexit. Et Olivier prendra la suite. Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Nathalie Braque, je suis professeure de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles et professeure invitée au Collège d'Europe à Bruges. Et mes recherches et mes enseignements portent essentiellement sur les institutions européennes, l'euroscepticisme et les partis radicaux. Et donc je m'intéresse au Brexit vu que c'est une des oppositions à l'Union européenne, en particulier ces dernières années. Alors, ce que je vais faire, c'est brièvement faire un état des lieux où on en est du Brexit, quelles sont les négociations actuelles, qu'est-ce qui est sur la table, quels sont les enjeux et les grandes lignes rouges sur le dossier. Donc, juste pour recadrer un tout petit peu, je suppose que la plupart d'entre vous savent, mais donc en juin 2016, il y a eu un référendum au Royaume-Uni. Une majorité des Britanniques ont voté pour une sortie de l'Union européenne. Suite à des conflits internes au Royaume-Uni, il a fallu un certain temps. Donc, en mars 2017, le gouvernement britannique a activé formellement l'article 50 des traités qui consacre le divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. S'en est suivi ensuite une longue période de turbulence interne au Royaume-Uni, à l'intérieur du Parti conservateur, mais aussi entre le Parlement et le gouvernement. Il y a eu des nouvelles élections, un changement de Premier ministre qui est maintenant Boris Johnson. Et c'est seulement au début de cette année, donc en 2020, qu'il y a eu un accord de séparation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, qui a été validé fin janvier. Et donc, le 31 janvier de cette année, on a eu ce qu'on appelle le Brexit Day, le jour du Brexit, où le Royaume-Uni n'est plus membre à part entière de l'Union européenne. Donc, il n'a plus de voix au chapitre dans les politiques européennes et n'est plus considéré comme membre, donc il ne siège plus au sein des institutions européennes. Alors, on voit très peu d'impact à l'heure actuelle. Il n'y a pas eu de cataclysme, que ce soit au niveau politique ou économique, simplement parce qu'on est dans une période de transition actuellement. Donc, dans la vie quotidienne, que ce soit des Européens ou des Britanniques, on ne remarque encore rien du Brexit. On a une période de transition qui va jusqu'au 31 décembre 2020. Et durant cette période de transition, le droit européen reste d'application au Royaume-Uni. Donc, les citoyens et les entreprises gardent exactement les mêmes droits et les mêmes mécanismes de décision sont en vigueur jusqu'à fin décembre. Cette période de transition vise à négocier un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, donc un accord commercial qui est censé être de grande envergure, vu l'interdépendance très très forte qu'il y a entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, puisque ce dernier a été membre de l'Union européenne depuis plus de 40 ans. Alors, ces négociations sont en cours depuis mars de cette année, mais elles ne se passent pas très bien, en tout cas pas comme certains l'auraient souhaité. Donc, on ne progresse pas et on ne progresse certainement pas assez vite. La date limite qui avait été posée pour un accord est déjà dépassée, puisque l'accord devait avoir lieu lors du sommet européen du 15 octobre, il y a 12 jours. Ce ne fut pas le cas. Et c'est ce qu'on voit actuellement dans les médias, de nombreuses craintes pour ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois, vu l'absence d'accord jusqu'à présent. Donc, ils redoublent d'efforts. Les négociations sont en cours aujourd'hui même à Londres et se poursuivent à Bruxelles à partir de jeudi. C'est d'autant plus crucial qu'ils trouvent un accord que Boris Johnson a rejeté l'idée d'une prolongation de la période de transition. Donc, il y avait une possibilité de prolonger d'1 an, voire de 2 ans, la période de transition, mais pour l'instant, Boris Johnson l'a refusé et la date limite pour activer un renouvellement est déjà dépassée également, c'était cet été. Donc, sur quoi portent ces négociations à l'heure actuelle? Il y a 2 volets. Il y a un volet politique, où là, les progressions sont plus ou moins bonnes. Il y a eu des progrès ces derniers temps sur la coopération policière et judiciaire entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, sur la question des transports et sur la participation du Royaume-Uni à des programmes européens qui sont importants pour les citoyens, comme Erasmus pour les étudiants
où les projets de recherche ou les universités britanniques sont évidemment très fortes demandeuses d'une participation au financement européen. C'est sur le volet évidemment commercial et économique que les choses se compliquent, et en particulier sur la question du commerce des biens et des services. Donc, qu'est-ce qui est sur la table? L'Union propose un accord d'association globale qui permettrait au Royaume-Uni un accès au marché intérieur tel qu'elle l'a aujourd'hui, sans quotas et sans droits de douane, en échange évidemment d'un certain nombre de choses, et en particulier des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et une réciprocité des mesures européennes et britanniques. Alors, pourquoi ça ne se passe pas très bien? Donc, il y a globalement aujourd'hui 3 grands points de conflit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. La première, c'est évidemment cette notion de concurrence fair play, donc loyale, au niveau économique et commercial. La grande crainte des Européens, c'est que le Royaume-Uni se transforme en Singapour sur Tamise et donc ne respecte pas les normes et les standards sociaux, environnementaux et réglementaires de l'Union européenne. Donc, il y a une distorsion de la concurrence via, par exemple, des aides d'État que le Royaume-Uni accorderait aux entreprises britanniques ou un dumping social ou environnemental aux portes de l'Europe. Le deuxième problème, c'est la politique de la pêche. C'est un gros point noir pour le Royaume-Uni. C'était un des gros points qui a été mis en avant dans la campagne pour sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne, parce que depuis l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne, les pêcheurs britanniques ne sont pas très favorables aux mesures européennes dans le cadre de la politique européenne de la pêche. Et en particulier, le Royaume-Uni voulait ou veut toujours récupérer l'exclusivité des droits de pêche dans ses eaux territoriales et donc dans sa zone de pêche, ce que l'Union européenne ne veut pas, en tout cas pas en échange d'un accès libre au marché intérieur. Donc l'Union européenne ne veut pas que les poissons britanniques rentrent sans quota et sans droit de douane si les pêcheurs européens ne peuvent pas aller pêcher dans les eaux britanniques. Et enfin, le dernier point, c'est le mécanisme des règlements des différends. Donc, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a une dispute sur cet accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, et en particulier les Européens négocient le rôle de la Cour de justice qui, dans l'Union européenne, décide de la bonne application du droit européen, alors que le Royaume-Uni est fortement réticent à reconnaître le rôle de la Cour européenne de justice. Et c'est une question de confiance mutuelle entre l'Union européenne et le Royaume-Uni qui est particulièrement saillant en ce moment parce que Boris Johnson a annoncé il y a quelques semaines vouloir revenir sur l'accord de divorce qui avait été fait, donc ne pas respecter l'accord qui avait été signé avec l'Union européenne lors du divorce, ce qui évidemment met un peu, disons, met une sorte de défiance mutuelle entre les deux. Donc ce mécanisme de règlement des différends est important. Alors, quelles sont les grandes lignes rouges? Pour l'Union européenne, c'est l'intégrité du marché intérieur. C'est l'unité à 27 aussi. On avait beaucoup parlé de est-ce que l'Union européenne parviendrait à négocier en tant qu'un seul bloc. Jusqu'à présent, ça s'est passé, ce qui est assez extraordinaire, il faut le dire. Ils sont restés unis dans toutes les négociations. Ils sont parvenus à obtenir des concessions aussi de la part du Royaume-Uni. Ce qui est fondamental aussi pour les Européens, c'est les droits des citoyens, la question de la mobilité future des citoyens européens, mais aussi les droits des citoyens britanniques déjà établis dans l'Union européenne et des droits des citoyens établis au Royaume-Uni. Et enfin, c'est la préservation des intérêts évidemment économiques et politiques de l'Union européenne. Et on peut penser en particulier, depuis que les négociations ont commencé, ce qui reste dans la tête des négociateurs, c'est aussi de ne pas donner un statut trop privilégié au Royaume-Uni, qui va devenir un État tiers avec de bonnes relations. Mais vu la montée de l'euroscepticisme en Europe et du populisme, ce ne serait pas une bonne idée de renforcer les idées de certains quant à une potentielle sortie de l'Union européenne, qu'on serait mieux dehors que dedans. Alors, quels sont les enjeux et les lignes rouges pour le Royaume-Uni? La grande question, c'est la souveraineté. C'était le slogan principal de ceux qui voulaient sortir, son Take Back Control, retrouver sa souveraineté législative et juridique, donc la question de la Cour de justice, par exemple. La pêche, ce qui est très préoccupant, évidemment, c'est la situation économique post-Brexit.
les derniers chiffres sont très mauvais. On pourra en reparler tout à l'heure dans les projections économiques post-Brexit. Pendant toute la durée de la campagne, ils avaient été délégitimés en disant qu'aucune catastrophe économique ne se passerait à la sortie de l'Union européenne. Évidemment, les effets ne se font pas voir tout de suite, mais on commence progressivement à avoir des effets. Et enfin, c'est évidemment toute la question de l'unité interne au Royaume-Uni, puisque suite au Brexit, il y a deux grandes questions qui se posent. La question écossaise, avec de nouvelles revendications pour un référendum, puisque l'Écosse a voté en majorité pour rester dans l'Union européenne, et que cette question avait été au cœur du référendum aussi écossais il y a quelques années. Et la question nord-irlandaise, évidemment, qui était au cœur des débats et qui reste un point très crucial. À partir de quel moment on va mettre une frontière, où on va mettre une frontière et quels troubles potentiels pourraient se passer si une frontière était rétablie entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Donc voilà, globalement, pour esquisser l'état du débat sur le Brexit, sans parler des enjeux économiques sur lesquels on reviendra plus tard. Et puis maintenant, c'est à Olivier de vous parler des élections américaines. Merci beaucoup, merci Nathalie. Donc, je suis Olivier Costa, je suis directeur de recherche au CNRS, politologue, et je suis aussi directeur du département d'études politiques au Collège d'Europe à Bruges, qui est une institution où on forme les gens qui travaillent dans les sphères européennes. Je suis un spécialiste des institutions européennes, mais je me suis toujours intéressé au rapport aux États-Unis, qui est très important pour l'Union européenne, surtout ces dernières années, et collaboré pas mal avec des collègues américains. A priori, on pourrait penser qu'il y a assez peu de liens, de rapports entre le Brexit et les élections américaines, mais je pense qu'on a beaucoup de similarités qui méritent d'être un peu soulignées. Du côté de Boris Johnson comme du côté de Trump, on a une certaine approche de la politique qui est vraiment aux antipodes de la conception de la politique qu'on peut avoir à Paris, à Bruxelles ou à Berlin, qui rend le dialogue compliqué, voire impossible. Tous les deux sont des ennemis féroces du multilatéralisme, des ennemis de l'Union européenne, en tant que projet supranational fondé sur le droit, sur la solidarité et sur la coopération de bonne foi. Tous les deux, Johnson comme Trump, étaient les candidats préférés des leaders chinois et des leaders russes, avec l'idée qu'ils affaibliraient la position des États-Unis et celle de l'Union européenne. Dans les deux cas aussi, on a des partenaires qui sont des gens pas très fiables, Nathalie l'a dit, qui changent constamment de discours, qui renient leurs engagements, qui prennent des décisions unilatérales et qui rendent les négociations assez compliquées. On a aussi un lien particulier entre Johnson et Trump. Johnson s'est beaucoup appuyé sur sa relation avec Trump pour convaincre les électeurs britanniques de la solidité de ses plans post-Brexit. Et Johnson est l'allié de Trump et des leaders illibéraux d'Europe centrale sur le continent européen. En deux mots, le Brexit comme le Trumpisme ont été des puissants accélérateurs de la réflexion sur la place de l'Union européenne dans le monde, sur la possibilité d'une politique étrangère de l'Union européenne indépendante, sur la possibilité de trouver une voie propre pour l'Europe entre les USA et la Chine. Et toutes les réflexions qu'il y a à Bruxelles depuis un an sur l'Union européenne géopolitique, qui est le grand programme de la nouvelle présidente de la Commission, Madame von der Leyen, toutes ces réflexions sont liées finalement à l'attitude qu'a eu Trump ces dernières années et au Brexit. Parce que le Brexit, d'une certaine manière, met l'Union européenne en danger, mais aussi parce que le Brexit rend possible la réflexion sur l'indépendance de l'Union européenne comme acteur global. Avant, les Britanniques se sont toujours opposés à l'idée d'avoir une réflexion sur le rôle de l'Union européenne sans les États-Unis. Donc, d'une certaine manière, Trump comme Johnson ont été paradoxalement une opportunité pour une réflexion sur le destin de l'Union européenne et sur l'affirmation de l'Union européenne comme acteur potentiellement indépendant. Alors, pour revenir plus particulièrement sur les élections américaines, alors tout le monde a vu les derniers développements. Il est très probable maintenant que le 3 novembre, Biden gagne les élections. Il a actuellement 10 points d'avance dans les sondages. Donc, malgré les facéties du mode de scrutin et les manœuvres des républicains, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'il va gagner. Après, on peut quand même avoir des difficultés. On peut avoir un recomptage, comme on l'a déjà eu dans le passé entre Al Gore et Bush. On peut avoir une bataille juridique que Trump essaierait de mener pour rester au pouvoir. On peut aussi imaginer Trump essayer d'activer des milices armées. On peut avoir Trump qui se lance dans une fantaisie du type état d'urgence. Ça ne marchera pas, mais ça peut créer un contexte politique extrêmement compliqué pendant plusieurs mois
qui peut avoir un vrai retentissement sur l'économie et sur les rapports entre les blocs. Alors, si on réfléchit à la politique étrangère que pourrait mener Biden s'il était élu. Alors, tout le monde ne réfléchit qu'à ça aujourd'hui à Washington, D.C., ce qu'on appelle, enfin, qu'un conseiller d'Obama avait appelé le blob. Le blob, c'est les 1000 ou 2000 experts de politique étrangère, de stratégie, de défense, qui sont à Washington, dans l'entourage du président, dans les fondations, dans les think tanks, et qui essayent de réfléchir à l'avenir de la politique étrangère de l'Union. Et ces gens-là réfléchissent très fort depuis un petit moment. Ils sont en train de définir un certain nombre de stratégies qui vont guider Biden dans son action. Ce qui est très important aussi, c'est le choix du secrétaire d'État, donc du ministre des Affaires étrangères américain, qui va être fait par Biden. Il a promis quelqu'un de jeune, d'une certaine manière, pour compenser son grand âge. On parle de Pete Buttigieg, qui était un des candidats à la primaire démocrate, qui n'a pas 40 ans. On pense aussi à des sénateurs très influents dans les questions d'affaires étrangères, comme Chris Murphy, comme Chris Coons, qui sont tous les deux des sénateurs relativement jeunes. Ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'en matière de politique étrangère, il est possible d'avoir un consensus entre démocrates et républicains, et c'est souvent ce qui est cherché, notamment du côté du Sénat, qui est très influent sur les questions de politique étrangère. Et on a déjà eu un certain consensus entre républicains et démocrates contre Trump au sein du Congrès américain, sur les rapports avec la Russie, sur le rapport avec l'Arabie saoudite. Et donc, de ce point de vue-là, c'est peut-être un des éléments de politique aux États-Unis qui pourrait faire l'objet d'un consensus. Alors, quels pourraient être les objectifs de Biden s'il était élu? Je pense qu'il y en a 4. Le premier, ça va être de restaurer le multilatéralisme. Tout le monde le sait, Trump a absolument voulu faire cavalier seul et casser tout ce qui se faisait en matière multilatérale pour ce qui concerne le commerce, la sécurité, le changement climatique, la santé avec l'OMS, la démilitarisation ou la lutte contre l'expansion du nucléaire. Donc, retour des États-Unis dans le jeu multilatéral. Deuxième grand enjeu, c'est restaurer l'image des États-Unis sur la scène internationale qui a été très fortement écornée par Donald Trump en revenant un peu aux vraies valeurs américaines de démocratie, de respect des droits de l'homme, de liberté. Le troisième grand enjeu, ça va être de renouer des liens qui ont été très abîmés avec les grandes démocraties, avec la France, avec l'Allemagne, avec le Canada, avec l'Union européenne. Il est probable que la première visite de Biden serait pour l'Allemagne, alors que la première visite de Trump était pour l'Arabie saoudite. Quatrième point de changement important, ça va être le rapport des États-Unis avec un certain nombre d'autocrates en Europe et ailleurs, les liens avec Erdogan, avec Poutine, avec Orban, avec Xi Jinping, qui sont amenés à évoluer beaucoup. Alors, qui est Biden d'un point de vue de politique internationale? C'est quelqu'un qui, évidemment, a une très longue expérience en tant que vice-président. C'est un démocrate qu'on pourrait qualifier de internationaliste et interventionniste. Il est pour une action des États-Unis à l'échelle internationale et pour une intervention des États-Unis dans le jeu mondial. Il était pour l'intervention en Irak, au Kosovo, en Afghanistan. Il est aussi pour ce qu'on appellerait le soft power, c'est-à-dire le rôle d'exemple des États-Unis qui doit montrer la voie en défendant la démocratie, les droits de l'homme, en accueillant davantage de réfugiés, en se remettant dans l'accord de Paris sur le climat. Et Biden a parlé d'un grand sommet mondial pour la démocratie qui serait son premier acte de politique étrangère. Il y a aussi une volonté de la part de Biden d'essayer d'aligner les autres puissances sur les objectifs des États-Unis. Alors, est-ce que c'est possible? Ça, c'est une grande question. Il est clair que la Russie et la Chine ne vont pas se laisser convaincre comme ça, mais il y a un enjeu du côté de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut refaire de l'Union un bloc qui soit aligné sur les positions américaines? Je pense que c'est ça le vrai enjeu des années à venir. Donc, d'une certaine manière, Biden veut passer de l'Amérique d'abord, qui était le slogan de Trump, avec peut-être un slogan qui pourrait être avec l'Amérique qui serait de nouveau actif à l'échelle internationale. Alors après, il ne faut pas exagérer non plus les intentions de Biden en termes de politique étrangère. C'est quelqu'un qui a toujours été prudent en la matière, qui a parfois été contre les aventures extérieures des États-Unis. C'est quelqu'un qui n'est pas spécialement pro-européen. Et en fait, depuis Jimmy Carter, qui a été président de 1977 à 81, aucun président américain n'a jamais eu un grand intérêt pour l'Europe, et Obama pas plus que les autres. Il y a aussi des doutes sur la capacité de Biden à se focaliser sur la politique étrangère parce qu'il y a le feu aux États-Unis, beaucoup d'enjeux internes, le Covid,
l'économie qui ne va pas bien, l'extrémisme, les inégalités, la dette. Quel est le temps que Biden va pouvoir consacrer à la politique étrangère? Ça n'est pas clair. On a aussi un département d'État, donc le ministère des Affaires étrangères américain, qui est très décrédibilisé parce qu'il est allé dans plein de coups tordus orchestrés par Trump et ses proches. Il y a aussi une difficulté à convaincre les Américains de l'intérêt d'un engagement mondial des États-Unis et de la réouverture au monde. Je pense que le discours trumpiste, très isolationniste, très égoïste, a laissé des traces et ça va être compliqué pour Biden de convaincre les Américains que les États-Unis doivent redevenir le gendarme du monde et doivent repayer pour tout ça. Alors néanmoins, la perspective d'une victoire de Biden, qu'on peut situer à 90%, pour l'Union européenne est très importante. Ça va probablement être la fin des tarifs douaniers désordonnés. On a vu que Trump a pris toutes sortes de mesures unilatérales pour taxer ceci ou cela au gré de sa fantaisie. On va pouvoir recommencer de vraies négociations sur certains dossiers, comme par exemple les rapports entre Boeing et Airbus, où le dossier est complètement bloqué. Il y a ce sommet sur la démocratie qui pourrait donner de nouveau un rôle central aux États-Unis et à l'Union européenne et aux États-Unis dans une relation privilégiée. Le retour des États-Unis dans l'accord de Paris, c'est quelque chose de très important parce que ça va permettre à l'Union européenne de retrouver son leadership en matière de lutte contre le changement climatique. On va pouvoir peut-être reparler aussi de la taxe GAFA. Alors les Américains sont très réticents sur cette question, bien entendu, mais l'idée d'une taxe sur les GAFA rejoint des réflexions de l'équipe de Biden sur une politique antitrust aux États-Unis. Eux aussi se préoccupent du rôle beaucoup trop dominant de Google, de Microsoft, de Amazon, et donc là peut-être qu'il y a un terrain d'entente. Un autre enjeu, c'est la réactivation de l'OTAN. D'une certaine manière, Trump a tué l'OTAN. Biden serait favorable à une réactivation de cette alliance. Ensuite, toute la question est de savoir est-ce que l'Union européenne décide de s'occuper elle-même de sa sécurité ou est-ce qu'elle veut revenir principalement dans l'OTAN. Dernier sujet qui n'est pas du tout évoqué, et j'ai encore cherché ce matin assez longuement, le traité d'union douanière entre l'Union européenne et les États-Unis, le fameux TAFTA, TTIP, qui a été tué par Donald Trump. Moi, je pense qu'il pourrait être à un certain moment réactivé en étant renégocié et qu'on pourrait aller de nouveau vers une union douanière entre les États-Unis et l'Union européenne, ce qui ouvrirait des perspectives commerciales absolument fascinantes pour l'Union européenne. Alors juste en conclusion, avant de parler après de l'économie, je pense que ce qui se passe aux États-Unis actuellement ouvre vraiment des perspectives très importantes pour l'Union européenne, avec au moins quatre points d'intérêt. D'abord, la place de l'Union européenne sur la scène internationale. Même si les démocrates reviennent au pouvoir aux États-Unis, je crois que durablement, il va falloir que l'Union européenne réfléchisse à sa place entre les États-Unis, la Russie et la Chine. On ne peut plus se contenter de s'aligner sur sa position américaine. Deuxièmement, quelle place pour l'Union européenne sur la scène internationale? Pour l'instant, l'Union européenne était un peu dans une démarche messianique. Il fallait qu'on apporte la démocratie et les droits de l'homme à tout le monde, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est la réelle politique qui va l'emporter, l'idée qu'on peut coexister, nous, Union européenne, avec d'autres puissances qui ne partagent pas nos valeurs et nos visions et qu'il faut les affirmer à nous seuls sans essayer de systématiquement convaincre tout le monde. Et je pense, et c'est le troisième point, que la cohabitation avec des puissances qui partagent les mêmes valeurs que nous n'est pas forcément plus facile. Parce que même si les États-Unis reviennent un peu à leurs valeurs fondamentales, l'Union européenne et les États-Unis sont en compétition pour des ressources, pour des marchés, et voilà. Et donc les tensions ne sont pas forcément moins fortes entre deux blocs qui s'entendent sur un certain nombre de valeurs qu'entre deux blocs qui ne partagent pas grand-chose. Le dernier point de réflexion, c'est le fait que l'Union européenne n'a peut-être pas intérêt à chercher forcément à s'aligner sur les États-Unis, car il y a des risques de retournement. On l'a vu avec Trump, personne n'imaginait qu'il puisse arriver au pouvoir. Donc même si Biden était réélu, on ne sait absolument pas ce qui va se passer dans 4 ans, et il est peut-être temps que l'Union européenne songe sérieusement à sa politique étrangère, même si bien entendu ça va créer des tensions fortes entre les pays européens qui sont plus ou moins atlantistes. Il y en a comme la France qui cherche l'autonomie, d'autres comme par exemple la Pologne ou les Pays-Bas n'ont pas du tout envie de trouver de l'autonomie par rapport aux États-Unis. Bien, je vais repasser la parole maintenant peut-être à Nathalie pour quelques éléments plus économiques sur l'impact du Brexit, où je vois Charlotte. Oui, merci à vous deux. Pour toi, Olivier, il y a
j'ai deux noms qui ressortent. Il y en a une, c'est « Et finalement, et si c'était Trump ?» Ça, c'est la première question. Et on parle aussi de Steve Bannon, qui était conseiller de Trump et qu'on voit maintenant faire une tournée des nationalistes européens. Quelle est sa stratégie? Est-ce que tu pourrais rapidement répondre à cette question, s'il te plaît? Et si c'était Trump, moi je pense qu'on continuerait comme avant. C'est-à-dire que voilà, Trump, on sait de quel bois il se chauffe. On a vu que son action avant le Covid, bien entendu, a eu des effets positifs sur l'économie américaine, mais uniquement sur l'économie américaine. Donc il est dans une hostilité et dans un protectionnisme vis-à-vis de l'Union européenne. La réélection de Trump ne serait pas une bonne nouvelle pour les entreprises européennes, pour l'économie américaine peut-être, parce qu'il y en a qui ont tiré leur épingle du jeu de l'élection de Trump, mais clairement pour l'Union européenne, ça serait un très mauvais signe. Bannon a essayé d'orchestrer une espèce de coalition des eurosceptiques, mais ça, Nathalie est plus compétente que moi pour en parler, à la faveur des élections européennes de l'an dernier, mais en gros, il s'est planté. Son idée, c'est d'arriver à faire que tous les eurosceptiques et tous les souverainistes de droite arrivent à s'entendre pour peser fortement sur les élections européennes et ensuite au Parlement européen. Mais globalement, son initiative a été un échec, donc il continue à grenouiller en Europe. Il s'est plus ou moins réconcilié avec Trump, mais je ne pense pas que Bannon ait vocation à jouer un rôle majeur dans les temps qui viennent. Oui. Merci à tous les deux. Effectivement, on va passer à la partie plus vraiment centrée sur l'économie et la géopolitique qui peuvent répondre donc aux questions de nos adhérentes. On a eu par exemple une question sur le Brexit qui était quelles sont les autres filières agroalimentaires qui pourraient aussi être impactées par le Brexit, que ce soit une version difficile du Brexit ou une version soft. Voilà, ça fait partie des questions. Et aussi une question qui est finalement en cas de no deal, et on parle de ça, est-ce que c'est encore possible et quel impact pour l'UE? Oui, alors ça, je pense qu'il faut différencier. Donc, on ne sait pas, évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux malheureusement pas vous dire ce qui va se passer, mais il y a deux scénarios possibles. Donc, de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'au 1er janvier, le Royaume-Uni sort définitivement de l'Union européenne, donc il devient un État tiers, ce qui a une série de conséquences en termes de commerce et de mobilité, et où personne ne sait vraiment ce que ça va vouloir dire, puisque depuis les années 70, le Royaume-Uni est dans l'Union européenne et donc il faut remonter à avant. Mais avant, il n'y avait pas eu ce degré d'interdépendance économique qu'il y a eu au cours des 40 dernières années. Mais ce qui est sûr, c'est que la sortie va entraîner un ensemble d'obligations, de contraintes administratives pour toute personne faisant de l'import-export avec le Royaume-Uni. Donc, s'il y a un accord, ce qui est encore possible, on parle du 15 novembre pour laisser le temps ensuite à la période de ratification. L'idée est de limiter les barrières tarifaires, les droits de douane, les barrières non tarifaires comme les obligations administratives pour qu'on voit le moins possible d'impact pour la vie économique tant des opérateurs européens que britanniques. Mais évidemment, ça va dépendre du type d'accord qui va être négocié. Donc, par exemple, on entend beaucoup parler dans la presse, ah oui, le Royaume-Uni parle d'un modèle Canada ou Canada plus. Mais le modèle Canada, CETA, c'est pas ce qui est sur la table pour l'instant avec l'idée de aucun tarif, aucun quota. Il y a toujours des droits de douane sur la viande, sur les œufs venant du Canada. Il y a des contrôles aux frontières. Les services, par exemple, le commerce des services n'est pas couvert par l'accord. Donc, ça dépendra évidemment de ce qui va être décidé. Mais l'idée, c'est de prévoir aucun droit de douane, pas de taxes, pas de redevance. Mais même en cas de zone de libre-échange, par exemple, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, il n'y aurait plus le principe de reconnaissance mutuelle. Donc, il va y avoir des formalités douanières, ça c'est quasiment une certitude. La plupart de l'exportation vers le Royaume-Uni devra satisfaire les règles du pays importateur. Il y aura des contrôles sanitaires possibles, il y aura certainement des retards en frontières. Et donc, par exemple, si on pense au secteur agroalimentaire, tout ce qui est dans le frais, risque d'avoir des contraintes supplémentaires simplement parce qu'il y aura probablement et certainement au début, s'il n'y a pas d'accord, des retards aux frontières pour la vérification de la conformité. S'il n'y a pas du tout d'accord, ce qui est une possibilité sur la table, on peut pas l'exclure, on tombe sur les règles de l'Organisation mondiale du commerce avec droit de douane, avec quota. Le Royaume-Uni sort du marché intérieur, sort de l'union douanière et donc le Royaume-Uni devient un État tiers comme n'importe quel État tiers
voisins de l'Union européenne ou non voisins de l'Union européenne avec lesquels on n'a pas d'accord de coopération. Et donc, l'impact économique pour l'Union européenne sera important, en particulier pour des pays comme l'Irlande, la Belgique ou la France, et évidemment avec des conséquences pour le Royaume-Uni aussi, puisqu'on estime que les prix vont grimper d'environ 30%, dû aux douanes, accises, redevances et autres formalités. Et le constat qui est dressé tant du côté européen que du côté britannique, c'est que les entreprises ne sont absolument pas prêtes à ce scénario, alors que la date limite approche dangereusement et que le scénario d'un non-accord est toujours bel et bien possible. Olivier, vous vouliez ajouter des éléments sur le point de vue plutôt géopolitique et économique. Quels sont les impacts? Sur l'impact plus économique de cette élection. Alors déjà, on sait, l'incertitude est toxique pour les opérateurs économiques d'une manière générale. On a des marchés actuellement qui sont très très volatiles, des investisseurs qui sont très attentistes. Les consommateurs aussi sont très prudents aux États-Unis, ce qui ralentit fortement la croissance. Le risque, je l'ai dit, c'est qu'on ait une situation comme en 2000 avec Bush et Gore, où on a recompté pendant des mois en Floride. À cette époque, le principal indice boursier américain, S&P 500, est perdu 12% du fait de l'incertitude dans laquelle étaient les opérateurs économiques. Ensuite, sur la question fondamentalement de la politique économique des États-Unis, on sait que les changements d'administration, généralement, n'entraînent pas des révolutions. Aux États-Unis, traditionnellement, on fait beaucoup plus qu'en Europe campagne sur des promesses en l'air. Alors, on a tendance à penser qu'en Europe, c'est le cas aussi, mais globalement, un président en France, quand il fait campagne, 50% de ses promesses électorales se traduisent par des faits. Aux États-Unis, c'est beaucoup moins. On dit des tas de choses outranciers et ensuite, on navigue un peu à vue. Il y a un autre enjeu qui est très important aux États-Unis, c'est qu'un président qui n'a pas l'appui du Sénat ne peut pas faire de réforme majeure. C'était le cas pour Obama. La grande question, c'est si Joe Biden est réélu, est-ce qu'il aura le Sénat? C'est pas certain. Souvent aussi aux États-Unis, on a ce qu'on appelle divided government, c'est-à-dire comme on a des élections pour la Chambre des représentants tous les 2 ans et des élections pour les présidents tous les 4 ans, souvent après 2 ans, le président perd la majorité à la Chambre des représentants et donc on se retrouve avec un président d'un bord, un congrès de l'autre et là, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Ce qui fait que les grands changements dans la politique économique américaine sont vraiment rares. Alors, ce qui est intéressant cette année, c'est que pour une fois, on a de vraies différences dans les programmes économiques entre les deux candidats. Alors encore une fois, il y a beaucoup d'effets de manche, mais quand même. Donald Trump reste sur ses fondamentaux. Des réductions d'impôts, de la déréglementation, ça a beaucoup plu. Certains sont devenus très riches aux États-Unis avec ça. Il y a plus généralement une espèce de système clientéliste, et on l'a bien vu avec le plan de soutien à l'économie Covid, qui est allé à des gens qui, a priori, n'avaient pas forcément besoin de soutien. Du côté de Biden, on a effectivement un programme qui est assez différent. Il parle de hausse d'impôts, il parle d'une meilleure répartition des richesses. Alors, il faut faire attention, c'est selon des standards américains. Biden, ce n'est pas un socialiste. Hein. Il considère qu'il faut augmenter les impôts des gens qui gagnent plus de 400 000 $ par an, qui sont des gens qu'on ne considérerait pas comme étant de la classe moyenne en Europe. Il est aussi pour plus de réglementation. Donc, si Biden est élu, il y aura un impact pour certains secteurs, pour le pétrole, pour les banques, mais il y aura aussi beaucoup d'opportunités. Par exemple, dans les énergies renouvelables, il y aura aussi davantage de dépenses sociales, ce qui va doper la consommation. Donc le bilan qu'en tirent les opérateurs américains, pour l'instant, est relativement nuancé et ils voient du bon des deux côtés. Alors, quelles conséquences pour les entreprises européennes et pour les PME? Si Trump est réélu, et encore une fois, ce n'est pas impossible, on va continuer dans cette espèce de guéguerre commerciale avec des taxes assez désordonnées sur ceci ou cela, le vin de moins de 14 degrés ou quelque chose d'autre, un patriotisme économique outrancier, puisque c'est le grand discours de Trump de faire revenir les emplois aux États-Unis, et peut-être aussi des stratégies commerciales qui se tournent vers d'autres partenaires que l'Europe, peut-être davantage la Chine, peut-être aussi l'Amérique latine, mais certainement pas l'Europe. Si Biden était élu, là encore une fois, je l'ai dit, on va revenir vers quelque chose de beaucoup plus multilatéral et plus apaisé. Ça fera plus de stabilité et de lisibilité à moyen terme pour les opérateurs économiques européens qui ne seront pas soumis comme ça aux tweets désordonnés du président, avec une volonté d'ouverture plus forte des États-Unis vers l'Union européenne. Et je l'ai dit, ça n'est évoqué par personne, mais j'y crois beaucoup, peut-être une relance de la possibilité de la négociation d'un traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne. Il n'y a pas de raison que la Commission européenne
abandonne cet objectif qui était très important pour elle. Et très certainement aussi, dernière conséquence de l'élection de Biden, beaucoup plus d'opportunités pour les entreprises européennes qui respectent de hauts standards environnement et de hauts standards de qualité qui ont été complètement rognés ces dernières années aux États-Unis et qui, avec Biden, reviendraient et donneraient un avantage économique aux opérateurs européens sur ce marché. Merci Olivier. Nathalie, est-ce que tu veux rajouter tout de suite quelque chose ou je peux commencer à poser des questions? Non, c'est juste pour ceux ou celles qui font de l'import-export avec le Royaume-Uni dans le cadre du Brexit, et je pense que ce serait intéressant, il y a sur le site de la Commission européenne une checklist de choses à faire et à voir si vous êtes en ordre pour tout ce qui est les formalités douanières, etc., que ce soit dans le cas d'un accord ou d'un non-accord, et que ça pourrait être utile pour les entreprises d'aller vérifier quelles sont les obligations dans le cas des scénarios et d'avoir cette checklist et ensuite, en fonction du secteur, si vous êtes plutôt dans le textile ou dans l'agroalimentaire ou dans les services, il y a des différenciations qui sont faites et d'aller voir aussi, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, mais pour toute l'Union européenne, il y a un EORI, un numéro EORI qui complète, en fait, une fois que vous l'avez, ça vous simplifie les formalités douanières quand vous faites de l'import-export avec des pays tiers. Et donc, je sais qu'il y a la plupart des ministères, y compris en Belgique, font beaucoup de démarchage des entreprises pour avoir ce numéro-là, qui, je pense, ne demande pas trop de formalités au début, mais qui ensuite vous permet d'être en ordre pour faire de l'import-export avec le Royaume-Uni, qui sera un État tiers. Donc ça, ce serait peut-être utile pour certains d'entre vous. On fera passer le lien et tous les éléments pour le numéro EORI, c'est ça hein? C'est ça. Il y a une question, il y a une question qui est venue. Est-ce que finalement le Brexit, ce ne serait pas une volonté de développer une zone défiscalisée aux portes de l'Europe? C'est sûr que c'est une grande crainte et que ça a été mis en avant par certains acteurs politiques au Royaume-Uni en disant voilà, maintenant on est libre de faire ce qu'on veut. C'est vrai que certainement au sein du Parti conservateur, il y a une frange extrêmement libérale en termes économiques qui est favorable à ce genre de pratique, de réduire fortement la pression fiscale pour avoir un avantage compétitif sur les entreprises européennes. Donc, c'est un risque qui existe et ça explique la volonté européenne de ne pas lâcher sur ce qu'ils appellent le level playing field, l'idée que s'il y a un accès au marché intérieur européen, il ne peut pas y avoir de dumping fiscal, social ou environnemental de la part du Royaume-Uni post-Brexit. Sinon, voilà, c'est une concurrence complètement déloyale vis-à-vis de là et c'est une des raisons pour laquelle ça bloque déjà depuis des mois. Pour ajouter sur ça, je pense que ça a été la principale erreur de Boris Johnson dans cette affaire, de sous-estimer la capacité des Européens à anticiper ça. Les gens lisent la presse britannique en Europe aussi, et s'il y a eu un consensus parmi les 27 pour faire bloc dans les négociations, c'est essentiellement pour ça. On peut très bien supporter le fait d'avoir Andorre, d'avoir Jersey, Guernesey, etc. dans l'entourage immédiat de pays de l'Union européenne, ça c'est possible, mais on ne peut pas supporter d'avoir une économie de la taille de celle du Royaume-Uni qui s'abstrairait de toutes sortes de règles et qui ferait du dumping de toutes les manières pour attirer tous les sièges sociaux des entreprises, assouplir les réglementations bancaires, etc. et d'une certaine manière avoir un jeu déloyal. Et donc Johnson est dans la difficulté depuis le début des négociations parce qu'il se heurte simplement à des partenaires qui ont bien compris que c'était ça son objectif. Et en fait, c'est toujours ça l'objectif. Si vous regardez ce que racontent les nationalistes corses, ils ne racontent pas autre chose. Ils veulent faire de la Corse une espèce de paradis fiscal. Et c'est comme ça qu'ils essayent qu'ils pensent s'en sortir économiquement parlant. Donc ça a été le plan le plus simple de Johnson, de dire on fait ça et on devient une espèce aussi de plateforme d'atterrissage pour les entreprises américaines, de lien vers les États-Unis. Et ça, bien entendu, personne n'en veut dans l'Union européenne. Je pense que ça n'arrivera pas. Et que c'est un peu peut-être le mérite et la vertu de Barnier dans les négociations d'avoir tenu très bon sur cette question-là, alors qu'on a souvent accusé la Commission européenne d'être un peu naïve dans les négociations internationales, de se laisser faire. Là, ça n'a pas été le cas. Une autre question, avec la victoire de Joe Biden, comment pourraient évoluer les relations entre la Chine et les États-Unis? Et ça va avec une autre question tout à l'heure qui disait, OK, on a des problèmes géopolitiques en Europe, aux États-Unis. Finalement, est-ce que ça ne donne pas encore plus de pouvoir à la Chine? Est-ce qu'on pourrait faire un petit point sur la Chine? La question chinoise est fondamentale parce que Trump a eu une attitude extrêmement désordonnée vis-à-vis de la Chine depuis le départ, en ayant des propos tantôt extrêmement agressifs
et en étant parfois excessivement conciliant vis-à-vis de la Chine. Biden a une réflexion très construite sur la Chine. Il essaye d'apaiser les relations avec les Chinois. Il ne les qualifie pas d'ennemis, mais les qualifie d'adversaires économiques. Mais Biden a été très clair en disant qu'il était hors de question pour lui que les Chinois puissent continuer à torpiller l'intelligence américaine d'une certaine manière, et notamment à laisser les Chinois continuer à enfreindre les règles de copyright et à importer de la technologie américaine sans frais, parce qu'il a bien compris que si on laissait les Chinois sur cette pente-là, d'ici 10 ans, les États-Unis perdraient toute forme de leadership dans quelques domaines que ce soit. Donc je pense qu'il y a une réflexion très construite du côté de Biden pour considérer que les Chinois aujourd'hui sont une grande puissance à la fois militaire et économique, et c'est pour ça qu'ils s'intéressent tant à la Chine, parce que ça c'est une grande différence avec la Russie. Les Russes sont une vraie puissance militaire, mais absolument pas une puissance économique. En termes de PIB au niveau mondial, ils ne pèsent rien. Ce n'est pas du tout le cas de la Chine. Et je pense que Biden sera très attentif aux relations avec les Chinois, beaucoup moins naïf et capable de leur proposer des relations plus apaisées, mais avec des conditions beaucoup plus fortes quant au respect d'un certain nombre de choses, notamment sur la propriété de la technologie. Il nous reste que quelques petites minutes. J'ai une autre question pour toi, Nathalie. Quid des ressortissants de Grande-Bretagne en France et inversement en 1er janvier 2021? Et une autre question avec quid de la frontière française et belge avec le Royaume-Uni au 1er janvier 2021? Oui, alors l'accord de retrait abordait la question des résidents, donc pour garantir pendant une certaine période les mêmes droits des deux côtés. Mais le Royaume-Uni a déjà annoncé, par exemple, qu'il y aurait des modifications à un domaine ou à un autre sur la liberté de circulation, puisque la question de la migration était vraiment cruciale au moment du référendum et de la campagne pour le référendum. Que ce soit la migration intra-européenne ou la migration extra-européenne. Je pense du côté européen, même s'ils font des grands discours, je pense que le principe de protection des droits des citoyens est important. Et donc, je pense que le Parlement européen va continuer à défendre les droits des citoyens, y compris des citoyens britanniques au sein de l'Union européenne. Et c'était un des fers de lance, d'ailleurs, du Parlement européen, en disant ça, c'est quelque chose à laquelle on ne touche pas. Donc, les résidents britanniques au sein de l'Union européenne doivent obtenir un statut permanent, légal et avec les mêmes droits qu'ils ont jusqu'à présent. Par contre, pour les résidents européens au Royaume-Uni, il y a une période de transition pour demander un permis de résidence, etc., pour obtenir un statut. Mais il y a toujours une grande incertitude sur l'après-Brexit et l'après-période de transition, sur ce qu'il en sera, sur la durée des droits. Une fois que vous avez obtenu un permis de résident, normalement, vous rentrez dans la législation britannique, ça ne pose pas de problème. Mais c'est pour la prochaine mobilité, on va dire, si quelqu'un va s'installer à partir de l'année prochaine ou l'année suivante, il tombe sous un autre statut d'État tiers. Et bien entendu, la mobilité pour affaires ou pour loisirs va changer également. Il va falloir un passeport pour aller au Royaume-Uni. On ne pourra plus passer sous la ligne, c'était déjà hors Schengen, mais quand il est ici, voilà, il y avait le drapeau européen en disant vous pouvez passer par là. Mais bon, ce sera plus le cas. Mais c'est vrai qu'au sein du Royaume-Uni, il y a tout un débat parce qu'il y a énormément d'Européens installés et qui s'inquiètent et qui font pression sur le Parlement britannique pour obtenir des clarifications sur leur statut. Et sur la frontière, on s'attend à des problèmes. Ils sont en train de construire des énormes parkings côté britannique pour pouvoir stocker les camions. Et donc, ça risque d'être un petit peu chaotique, en particulier en cas de non-accord, parce que là, ce serait une sortie abrupte au 1er janvier. Alors, j'essaie de rester optimiste en disant que soit on va obtenir un accord, soit ils vont prolonger d'une façon ou d'une autre la période de transition. Mais voilà, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne peux pas garantir qu'il y aura un accord. Et c'est possible qu'il y ait une sortie comme ça dure et nette au 1er janvier, sans accord. Et auquel cas, oui, ce sera un peu chaotique le temps que la technologie et les questions de douane soient réglées. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. On est arrivé à la fin de notre live qui sera diffusé en replay sur notre chaîne YouTube. Merci Olivier, merci Nathalie, c'était très intéressant. Merci à vous tous qui nous avez suivis.
Je vous propose qu'on se retrouve le 24 novembre avec un nouveau live sur les perspectives économiques pour 2021 avec une experte qui vient d'entrer sur notre réseau, Isabelle Job-Basile. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.